Bienvenue encore une fois à Diversité Plus, votre site et Diversité Plus, votre émission. Nous allons aborder aujourd'hui la question du parcours d'entrepreneuriat avec M. Philippe Ndjomo, qui est promoteur d'événements ici à Montréal. Bonjour M. Philippe. Bonjour, bonjour. Je suis très ravie de vous recevoir sur ce plateau et d'autant plus que vous allez parler de la promotion des artistes musiciennes. Mais avant d'y arriver, je suis curieuse de savoir un tout petit peu comment vous est venue l'idée de commencer justement un business dans ce domaine et surtout qu'est-ce que vous avez fait avant, en quelle année vous avez atterri ici à Montréal. Je suis à Montréal depuis 1990. 90? Oui, je suis arrivé à Montréal comme étudiant. Vous êtes l'un des doyens alors? Oui, je suis l'un des doyens de la ville. Et j'ai étudié à l'UQAM, au HEC, à l'INAP. Bon. À la fin, j'ai eu de maîtrise. Je travaillais au gouvernement du Québec. Revenu Québec. Ah, vous avez travaillé au gouvernement du Québec? À Revenu Québec. Revenu Québec, ok. Oui, j'ai aussi une autre entreprise. Donc, moi, je suis quelqu'un d'entrepreneuriat. J'aime l'entrepreneuriat. Ce qui fait que travailler du 9 à 5, là, c'est pas trop mon fort. Donc, comme tous les immigrants qu'on arrive, on essaie de trouver un emploi au moins pour avoir un minimum vital. Mais toujours est-il que j'étais attiré par le business, quoi. Donc, très tôt. Ouais, très tôt. Au Cameroun, ici, je fais d'autres choses. Beaucoup d'autres choses. Donc, c'est un peu ça. Là, dès que vous êtes arrivé, la première chose, c'est que vous êtes allé étudier. Oui, j'ai venu comme étudiant en administration. En administration en 92? Oui, de 90 jusqu'à... J'ai fini les études comme en 96. 96, ok. Vous avez pris vraiment le temps d'étudier. Et ensuite, vous êtes allé travailler? Oui, ensuite. Ou vous le faisiez en parallèle? J'allais travailler. Ok. Non, j'ai commencé d'abord par créer mon entreprise personnelle, qui fait dans le placement du personnel. J'ai créé une entreprise qui fonctionne jusqu'aujourd'hui. Wow. Et ça s'appelle? PCPE. Une entreprise qui fait dans le placement du personnel. Et par la suite, j'ai créé une entreprise au Cameroun, faisais l'import-export. Je suis revenu, il y avait la famille qui grossissait et tout, voyager tout le temps, c'est pas évident. Donc, en fin de compte, je me suis trouvé un emploi à Revenu Québec. Je travaillais en gérant toute mon entreprise avec ma femme, parce que je fais tout avec ma femme. Waouh, félicitations. Tout avec ma femme. Donc, ça, vous êtes un modèle pour les autres couples à travailler. Toujours à deux. Donc, quand je suis ailleurs, c'est elle qui gère. En principe, là, c'est plus elle qui est comme là en permanence. Donc, moi, je vivote un peu là. Donc, dans le business? Oui, je vivote un peu. Mais elle est plus stable là. Elle suit les choses étape par étape. Oui, c'est le grand boss là. Moi, c'est moi qu'on voit, mais c'est elle. On la salue en passant. Solange Nana, c'est elle le boss des boss. On salue Solange Nana. Alors là, nous sommes rendus en 97, 98. Non, comme j'ai dit 98, non, avant ça, je travaillais un peu au ministère de la Santé, j'ai fait des petites choses. Vous avez quand même parcouru pas mal de dans l'administration parce que j'ai comme une maîtrise en administration publique. Je travaille un peu dans l'administration. C'est ce que c'était à l'ENAP? Oui, à l'ENAP, oui. Parce que j'ai fait l'ENAP aussi. C'est un MBA au HEC. Donc, j'ai pu voter dans des choses de gauche à droite. Après, je faisais quand même mon import-export au Cameroun aussi. Je prenais des choses en Europe, un peu partout. D'où est venue l'idée maintenant de surseoir tout ça et puis de vous concentrer? Parce que j'avais aussi une grosse implication dans notre communauté camerounaise et j'ai été secrétaire général de l'association des Camerounais à un moment donné. On a créé un groupe qui existe encore, on appelait le Vétéran. J'étais là, on s'amusait, on faisait jouer au foot ensemble. Après, je me suis impliqué dans l'association qu'on appelle AS Grenet. Donc, c'est un peu là-bas que l'idée d'artiste vient vraiment, parce que j'étais le président de l'association. Parce que maintenant, votre entreprise, c'est SPN Production. Oui, parce qu'à travers AS Grenet, étant président, quand on faisait nos soirées de gala, moi j'ai invité des artistes. Oui. Vous avez continué. Après, déjà au niveau, vous savez, quand on gère les communautés, c'est toujours un peu compliqué. Pourquoi c'est compliqué?
C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mises ensemble et qui ne voient pas les choses de la même façon. On n'a pas la même vision. On n'a pas la même vision des fois. Donc ça fait que parfois c'est un peu compliqué. Et moi, comme je suis quelqu'un qui fonce dans mes choses, donc je n'aime pas souvent que les gens me retiennent dans mes idées, quoi. Est-ce que vous êtes dictateur ou bien... Pas dictateur, mais j'ai présenté des projets, ça emballe tout le monde. Mais dans ces affaires, il y a des hauts et des bas. On a commencé, on faisait toujours des profits, jusqu'au jour où on a fait une perte. Les gens... Les gens n'ont pas supporté la perte. Nous entraînent dans des pertes. Les gens ont commencé à... Oui, ça a commencé à grommeler. Oui. Donc, c'est comme ça que l'idée m'est venue de faire un truc vraiment pour moi seul, avec ma femme. On s'est impliqué à créer, parce qu'il y avait quand même une émulation au niveau des artistes. Tout le monde voyait qu'on faisait des choses bien et tout. Mais l'association, d'un autre côté, avait même décidé de ne plus le faire parce qu'ils ont perdu l'argent une fois. Alors qu'on avait fait déjà, on avait fait 3 artistes déjà, où on a gagné. On a fait une 4e qu'on a perdu. Et on a fait un 5e qu'on a gagné aussi beaucoup. C'était Monistika et Guy Lobel, personne n'a il est décédé. Et, mais ils avaient décidé qu'ils ne voulaient plus faire ça. Parce qu'ils trouvaient que c'était risqué. Donc, ils voulaient gagner, mais ils ne voulaient pas perdre. Oui, c'est ça. Donc, et donc là, vous avez continué seul avec votre épouse et vous avez créé une compagnie et vous êtes rendus jusqu'à aujourd'hui. Quels sont les défis auxquels vous avez fait face? Les défis auxquels on fait face au jour d'aujourd'hui, le défi, c'est beaucoup plus au niveau de la promotion. Parce que faire des artistes, c'est pas ça qui est compliqué. Donc, vous appelez un artiste, vivre de ça. Vous appelez un artiste, bon, le carnet d'adresse, c'est une chose, mais c'est pas compliqué de le bâtir. Et le plus gros, c'est quand on paye, c'est d'abord le cash. Pour être capable de payer les artistes, de l'extérieur, les amener ici. Et c'est surtout la promotion. C'est surtout la promotion pour pouvoir remplir de ça. Pourquoi cela, c'est un défi dans une communauté où on regorge énormément de personnes et qu'on ne réussit pas à tirer profit de cet avantage-là? Je ne sais pas si c'est parce qu'on est en Amérique du Nord ou on est en Occident. Nous, les Africains en général, ou les immigrants, on est plus comportés à trop travailler, à chercher les dollars. Les gens s'amusent moins. Ils n'ont pas la culture de divertissement. C'est un peu difficile à rentrer dans la tête des gens. La culture du divertissement, c'est un peu, c'est pas évident. Est-ce qu'il y a aussi... Les gens cherchent, les gens se cherchent dans le fond. Est-ce que c'est aussi question du genre de divertissement qui n'attire pas? Je ne sais pas, ça m'étonnerait. Je pense que les gens sont intéressés, mais on dirait qu'ils ne sont pas prêts à investir là-dedans. À s'amuser, alors qu'ils pourraient aller travailler, se reposer, s'occuper de la famille. Et on a beaucoup de défis. Comme immigrants ici, les gens ont beaucoup de défis. Il y en a qui n'ont pas d'emploi, d'autres qui ont des emplois, d'autres qui... Il y a beaucoup de défis là-dedans. Mais vous, présentement, par exemple, où résideraient vraiment vos difficultés en tant que promoteur d'événements? Si nous mettons un peu de côté ce côté des immigrants qui ne sortent pas, est-ce qu'il y a d'autres difficultés qui peuvent être, comment dire, qui peuvent trouver solution si vous vous attelez à cela et que ça puisse vous permettre de décoller, d'aller plus loin dans vos organisations? D'autres difficultés, tellement je ne vois pas vraiment. Mais donc le côté divertissement, c'est vraiment ce côté-là où la communauté immigrante ne bouge pas. Oui. Et bon, il y a le sponsoring. Si nous on compare avec les autres ont souvent des sponsoring. Bon, dans notre communauté, c'est pas, on ne peut pas trop compter là-dessus parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de sponsors.
Est-ce que vous n'allez peut-être pas vers les autres grosses sponsories? On essaye, mais c'est pas toujours évident. C'est pas évident. Les gens, comme je dis, c'est toujours la même chose, ça revient au même. Les gens ne voient pas beaucoup d'intérêt. Ok. Ouais. Est-ce que c'est pas non plus le coût de divertissement qui fait en sorte que les gens ne bougent pas beaucoup parce qu'ils doivent d'abord subvenir à leurs propres besoins, aux besoins de leur famille et puis aux besoins des familles qui sont en dehors, les familles qui sont en Afrique et éparpillées ailleurs? Oui, je sais qu'il y a, mais pas vraiment, parce que je ne pense pas que nos événements coûtent aussi cher que ça. Les événements dans les $30, $35, gros max $40, quand on exagère un peu, avec des gros artistes, on peut aller à 60, 70, 80. Je ne pense pas que ce soit trop le coût qui soit un facteur. Est-ce qu'il y a aussi un autre facteur qui est celui de l'éparpillement des événements? Oui. Parfois, on se retrouve dans la même soirée, 4-5 événements organisés, et puis les gens sont un peu perdus, ils ne savent pas exactement, on les tire d'ici, on les tire de là. Oui, bon, les gens ont souvent dit ça, mais moi je ne crois pas. Parce que si on regarde notre communauté à Montréal, nous sommes très nombreux. Il est possible qu'on fasse 3-4 soirées et que les 4 soient pleins. Parce qu'on n'a pas non plus de grandes salles. Hein. On a des salles de 400 personnes, 300. Mais juste nous, Camerounais, on peut être 10 000 ici. Hein, est-ce qu'il y a aussi possibilité d'aller chercher le public ailleurs, dans la communauté québécoise? C'est ça le grand défi que nous aurons à faire pour le futur. C'est d'essayer de trouver les communautés ailleurs dans nos événements. C'est de changer la formule, premièrement. Et de deux, c'est peut-être les attirer avec d'autres artistes locaux. Donc faire des jumelages avec nos artistes, un peu ce à quoi je pense pour le futur. Quand je serai un peu plus stable dans la communauté, c'est d'essayer de voir comment aller chercher la clientèle d'ici. Je pense qu'avec la clientèle d'ici, on gagnerait beaucoup plus. Mais est-ce que la clientèle d'ici, oui, d'accord, je voulais dire, les artistes d'ici, les artistes locaux québécois, par exemple, que vous allez amener, est-ce que vous serez en mesure de les payer autant que les artistes africains que vous amenez d'ailleurs? C'est le prix à payer, c'est qu'il faut faire un plan d'affaires, comme toujours. La fois qu'on va faire un artiste, c'est de regarder c'est quoi les expectations d'affluence versus les coûts du projet, voir un peu combien ça donnerait. Donc, dans le fond, prendre des artistes localement, dans un premier temps, c'est pour attirer, tu sais, l'homme québécois, canadien en général, est un peu fermé. Donc, quand on va dire un artiste camerounais, ils ne seront pas trop enclins à venir. Pas trop de curiosité. Oui, il n'y a pas beaucoup. Il faut vraiment qu'on les attire d'une manière ou d'une autre. Il faut créer quelque chose qui va faire en sorte que quand ils viendront, ils vont découvrir autre chose. Ils aiment la diversité, mais comment faire pour les y amener? C'est ça qui est le plus compliqué. Aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas faire des promotions dans les télé parce que ça coûte cher. Les radios d'ici, ça coûte cher. Mais aujourd'hui, vous avez Diversité Plus, qui est un site d'ailleurs qui est ouvert à toute la communauté immigrante. Alors, toute la communauté, il ne faudra vraiment pas que les personnes hésitent à soumettre des commentaires, mais aussi à solliciter de passer à l'émission parce que c'est un site qui va être ouvert justement à tout le monde pour que nous ayons aussi une plateforme où on peut être visible. Tout à fait. Voilà. Maintenant, si vous avez des conseils à donner à des jeunes entrepreneurs qui veulent devenir promoteurs d'événements, qu'est-ce que vous allez leur dire? Il y en a beaucoup qui désistent parce qu'aujourd'hui, en fait, on ne trouve plus de promoteurs d'événements, on ne trouve plus de producteurs, tous sont découragés. Au fond, pourquoi ils le sont, nous ne savons pas très bien. Si vous avez un conseil à leur donner, qu'est-ce que vous leur direz? Et je pense que le problème n'est pas trop... C'est aussi un peu de leur côté, mais... Quand nous parlons d'artistes, on n'a pas souvent des gros artistes ici chez nous. Ici au Canada, on est obligé d'aller les chercher ailleurs. Ça coûte cher. Ça coûte cher, donc on ne peut pas se lever un matin, on s'improvise. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est facile. Ils ne savent même pas combien coûte un artiste, hein, parce que pour eux, là, c'est $500, $1000, on va aller chercher un artiste, c'est pas évident. Il faut les billets d'avion, il faut l'hébergement, il faut le cachet. Donc, des fois, les gens ne font pas un plan d'affaires avant de se lancer en aventure. Ils se lancent dedans et perdent beaucoup d'argent. Il faut aussi se dire qu'on peut perdre à la première expérience, à la deuxième, à la troisième. C'est
C'est des vagues. C'est fluctuant, ok. On a beau avoir, on peut faire venir, je ne sais pas qui, prenons un exemple, Didier Arafat ici et perdre de l'argent. Donc, les choses n'ont pas été bien faites. Comme je dis, le nœud du problème, c'est d'avoir un bon plan d'affaires et d'assurer le côté marketing, c'est très, très important. Ok. Il y a aussi... Dans le monde du show business, comme on dit là, c'est le show et c'est le business en même temps. C'est combiné. Il faut que les deux soient ensemble. Okay. Il ne faut pas juste donner un bon show et après, business, on est perdant. Les coachs ne répondent pas. C'est sûr qu'on ne peut pas faire long feu là. Mais est-ce qu'au niveau du gouvernement, vous n'avez pas de soutien pour promouvoir ce genre d'événements? Parce que parfois, on dit que vous en recevez, mais après, ça reste un peu quelque chose où vous utilisez vous-même et puis la promotion d'artistes, on ne le sent pas vraiment. Bon, moi personnellement, je n'ai jamais reçu un seul sou de subvention. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas, postulé? Non, c'est pas seulement parce que ça dépend de la structure qu'on met. Quand on veut aller chercher des subventions au gouvernement, dès le départ, on s'inscrit, on s'immatricule comme une OSBL, un organisme à but lucratif. Vous êtes là juste pour promouvoir la culture en partant. Donc ça veut dire que moi, je suis SPN Production Inc. Donc c'est une entreprise Inc. Qui n'a pas... Qui génère de profit. Voilà, qui en principe doit vivre de ses propres moyens et générer ses profits. Donc, qui a une certaine autonomie. Bon, maintenant, c'est deux façons de voir les choses. Maintenant, si on est une OSBL, je vais prendre le cas, par exemple, de Nuit d'Afrique, une OSBL. Bon, Nuit d'Afrique, on va leur donner des subventions, ils vont organiser des spectacles en plein air, ils vont faire tout ce qu'il y a à faire. Mais c'est jusqu'à la fin, ils ne mettent rien dans leur poche là. C'est clair que c'est parce qu'ils aiment beaucoup la culture et ils font tout ça pour divertir les gens. Ils sont très philanthropes. Ils sont philanthropes, donc c'est ça. Disons-le comme ça. Oui. Maintenant, eux, j'ai pris Nuit d'Afrique pour dire un gros. Maintenant, si tu es un petit qui te lève un matin, tu dis j'ai créé une OSBL pour faire la promotion des artistes, de la culture africaine. Bon, tu es tributaire aux subventions. Il faut que tu aies un fonds propre. C'est-à-dire que l'OSB est ce qu'ils appellent le genre, ils disent un fonds propre. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez capable de vous-même, à travers vos activités, générer un minimum. Ça, c'est des deux. Troisièmement, il faudrait que, quand je dis, vous êtes tributaire de la subvention, c'est-à-dire que si la subvention ne vient pas, vous faites quoi? Parce que chaque fois, il faut faire une demande de subvention. On peut dire oui, on peut dire non, on peut dire oui à 75%, oui à 50%, oui à 90%. Je vous ai dit au départ que je suis un homme d'affaires de nature. Je ne veux pas lancer un projet et attendre que le gouvernement me dise oui, tu peux le faire ou non, tu ne peux pas le faire. C'est ça. C'est pas parce que je veux trop faire. Moi, je ne fais pas ça pour faire de l'argent dans le fond. Mais c'est parce que je ne veux pas faire des choses et être totalement dépendant des gens. Et ça, je n'aime pas ça. Maintenant, il y a aussi une autre question. Ce que vous visez toujours, c'est vrai, je comprends que c'est le show et c'est le buzz en même temps. Vous voulez pas seulement qu'il y ait le show, vous voulez aussi du côté business, que vous soyez gagnant. Mais ce qu'on constate, c'est que au niveau de pratiquement tous les promoteurs que nous voyons, vous allez toujours chercher le gros lot où vous allez gagner. En même temps, vous êtes dans le business où vous êtes censé comprendre aussi la notion d'investissement qui génère de l'argent. Mais ce qu'on constate, c'est que la plupart des artistes qui sont là, qui sont petits pour vous, justement, qui à court terme ne génèrent pas d'argent, ne vous intéressent pas. Okay. Alors, vous allez chercher le gros lot, soit vous êtes gagnant, soit vous êtes perdant aussi. Oui. Et pourquoi ne pas penser une fois à un concept où vous pouvez commencer avec un petit, qui peut-être vous négociez en disant, bon, dans un premier temps, on ne vous donne pas grand-chose, c'est juste pour permettre à ce que vous soyez peut-être à un certain niveau et puis nous, on va attirer la clientèle vers vous. Une façon de préparer le gros lot que vous voulez avoir et donner aussi la possibilité à ce que l'art dans votre propre milieu se développe de manière à ce que demain, il devienne grand et que vous puissiez manger gros aussi. Oui, ça c'est une très bonne question. Des fois, c'est aussi un problème des artistes. C'est là le côté des artistes. Parce que nous, je vous ai dit, je ne veux pas faire des choses et laisser ma chemise. Je peux perdre, mais je ne fais pas un business en partant, je sais que je veux perdre. Mais je peux perdre en cours de route parce que ça n'a pas donné. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte qui font en sorte qu'à la fin de la journée,
on a perdu. Mais je ne peux pas faire mon plan d'affaires au départ et savoir que je vais vers la perte et je fonce. Donc si je prends un exemple fictif, mes vivres, je vais produire mes vivres tel jour. J'ai fait tous mes affaires, tout mon business plan, je me rends compte qu'avec mes vivres, je ne peux pas faire de l'argent. Je vais peut-être pas faire de l'argent, c'est pas grave, mais je ne veux pas non plus perdre beaucoup d'argent. Donc, je rencontre mes vivres, je lui dis mes vivres, oui, on peut faire quelque chose ensemble, mais je ne suis pas prêt à te donner un cachet. C'est souvent là où nous avons des problèmes. Des problèmes avec les artistes, oui. Parce que eux, quand ils voient des promoteurs, ils sont sûrs que les promoteurs se font l'argent sur leur dos. Même ceux que nous faisons venir d'ailleurs. Ils sont convaincus, toujours dans leur esprit, quand ils voient un promoteur, dans leur esprit, voilà le méchant qui vient faire l'argent sur mon dos. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Mais moi, je suis quelqu'un de très transparent parce que moi, j'ai fait, je ne sais pas, par des formations professionnelles. Je suis capable de m'asseoir avec l'artiste et lui dire, regarde, voilà mes chiffres. Ce qui est sûr, je ne gagne jamais ce que l'artiste gagne. C'est l'artiste qui gagne plus. En général. Donc ça veut dire que vous travaillez pour les artistes? En général. En général. Donc on le fait. Je ne peux pas faire ce que je fais pour vivre exclusivement de ça. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas. C'est pour ça que je vous dis que j'ai d'autres activités qui me font. C'est ça justement. Moi je le fais ça à temps perdu là, parce que bon, j'aime ça, mais je ne veux pas non plus hypothéquer l'avenir de mes enfants parce que je fais la promotion. Mais aujourd'hui par exemple, si vous devriez vraiment vivre de votre profession de promoteur d'événements, qu'est-ce que ça vous prendrait? De quoi aurez-vous besoin? Si quelqu'un dit par exemple, ah, Monsieur Philippe, moi je veux mettre la main pour que vous puissiez vraiment vivre, que votre métier de promoteur d'événements vous donne votre gagne-pain, qu'est-ce que cela prendrait? Premièrement, ça prendrait un gros cash flow au départ. Ça prendrait un gros cash au départ. La personne, même beaucoup, il va dire, bon, je finis, je vous voilà un gros montant d'argent. Je mets à votre disposition. Là, on rêve, par exemple, quelqu'un comme Trump. Oui, nous, on rêve. Pardon? Comme Trump, par exemple. Comme Trump, oui, peut-être. Oui. Il dit, bon, voilà un bon montant que je vous donne. Je vous donne libre cours. On va se donner rendez-vous dans 5 ans, vous allez me faire les comptes. Prenez tous les risques que vous pouvez prendre. Là, oui, c'est sûr. Là, vous prenez, vous faites quoi? Là, je vais, comme on dit, on va faire des artistes qui sont au départ très rentables. Il y a des artistes qui sont rentables, mais juste un artiste rentable et comment, par exemple? Il y a des artistes que, si vous devez bouger, ça vous prend beaucoup d'argent pour les faire bouger. Ok. Vous comprenez? Quand vous dites bouger, c'est-à-dire... C'est-à-dire que pour les faire venir. Ok. Pour les faire venir et faire une grosse promo aussi. Mettons, dans les meilleurs des cas, bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, Kofi a des difficultés pour sortir. Imaginons que vous voulez faire Kofi Olomide à Montréal aujourd'hui. Je ne pense pas que c'est un investissement de moins de 100 000 $. Vous comprenez? Donc, c'est des gros cash, dont le risque est élevé. Maintenant, mais le risque étant élevé, je trouve une sorte... Oui, allez-y. La possibilité de gain aussi est élevée. Le risque va avec le gain. Ok. Je trouve une sorte de contradiction entre ce que vous, les promoteurs, vous dites et ce que les artistes disent. Les artistes, justement, disent qu'eux travaillent pour les promoteurs, ils ne gagnent pas grand-chose. Oui, et les promoteurs, à leur tour, disent oh non, on ne gagne vraiment pas grand-chose. Nous, on travaille plus pour les artistes. Bon, on va créer un débat entre les artistes et les promoteurs. C'est clair qu'un artiste, par définition, c'est quelqu'un qui n'est jamais dans les calculs. C'est clair en partant que l'artiste, là, quand vous le voyez, même dans sa vie, même de tous les jours, là, si tu donnes même 10 millions, là, il s'en fout. Lui, l'artiste n'a pas cette notion de calcul, de quoi. Il ne calcule pas tout ça. Quand un artiste arrive dans une salle, il regarde la salle, il voit 500 personnes. Waouh! Il se fait beaucoup d'argent. Il compte le nombre de personnes qu'il y a dans la salle. Mais il ne s'imagine pas. Tu prends un artiste comme Petit Pays, tu veux le déplacer, il dit que tu vas le payer business class pour partir du Cameroun ici. Et pourquoi il choisit business class? Parce qu'il se dit que le promoteur a beaucoup d'argent. Il n'est même pas encore venu, il n'a pas encore chanté, il n'a pas encore vu le nombre de personnes qu'il y a dans la salle. Il veut des business class. Il veut que tu le déplaces en business class. Tu prends d'autres artistes et dis, je dois venir avec tous mes musiciens. Mais quand il arrive, il voit 1000 personnes dans la salle, il est sûr que vous avez fait beaucoup d'argent. Mais moi, je suis souvent prêt. Moi, j'arrive souvent, je reçois des artistes parfois chez moi, tu es venu une fois. Parfois, je vais au soir, je vais au bureau et on s'assoit, je dis, bon, écoute, tu veux qu'on parle des chiffres?
Et c'est lui-même qui dit non, non, laisse tomber. Non, laisse tomber. On peut parler des chiffres, on va se parler. Je suis quelqu'un d'assez transparent. On peut s'asseoir, on a déjà signé un contrat, donc on ne va pas revenir sur notre contrat. On peut s'asseoir, je te dis, voilà ce que je t'ai donné, voilà mes dépenses, voilà, et voilà les gains qui sont venus dedans. Maintenant, dans nos communautés, culturelles, on se rend compte que vraiment, on travaille, on est un peu en ghetto. Hein. On est en ghetto et puis en silo, chacun avec ses petits groupes, ses groupuscules par-ci par-là. Et chaque année, ça commence à devenir comme une sorte de génération en génération. On est cantonné dans ce mode de fonctionnement. Qu'est-ce qui pourrait vraiment aider cette communauté à sortir de ce mode de ghetto et à se taper aussi une place dans le grand public comme les autres communautés que nous voyons? C'est ça le gros défi. Parce que quand on vous dit qu'il y a un artiste camerounais qui vient, le Congolais ne se sent pas concerné. Malgré qu'on ait fait toutes les promotions possibles. Une fois je suis venu, même ici à Congo, je suis venu ici à un petit pays à Nianzo. Je n'ai pas vu un seul Congolais dans la salle. Pourtant, j'étais même jusqu'ici, on a enregistré des émissions ici, on a fait des choses. Donc, tout ce qu'on essaie de faire, on n'arrive pas à bouger les autres communautés. Les communautés restent enfermées entre elles. J'ai fait venir Mewe ici. Le Camerounais qui fait venir l'Ivoirien ne se sent pas concerné. Parce qu'ils veulent toujours savoir, même dans notre propre communauté, c'est bizarre dans le monde africain, les gens veulent toujours savoir qui est en arrière de ça. C'est souvent stupide. Moi, j'aime un artiste, je viens pour l'artiste, je ne viens pas pour la personne qui fait. Les gens me disent parfois, on vient pour te soutenir. Mais si c'est pour me soutenir, ne viens pas. Tu pensais que tu viendrais parce que tu veux t'amuser ou bien parce que l'artiste t'intéresse ou parce qu'il y a un ensemble. L'artiste peut aussi ne pas t'intéresser, mais la musique... oui, tu veux t'amuser. Soit tu viens pour t'amuser, soit tu viens parce que tu aimes l'artiste. Il ne faut pas venir parce que tu veux soutenir le promoteur. Mais il y en a aussi qui viennent pas simplement parce qu'ils n'aiment pas l'artiste ou bien parce que... Pardon? Il y en a qui viennent, qui disent simplement je viens pas parce que comme ça, par exemple, Mi-Vive se produit. Non, moi je ne veux pas voir la tête de Mi-Vive, je ne viens pas. Non, je pas sa tête, mais pas qu'elle n'aime pas ta musique, il n'aime pas ta musique ce jour-là, oui. Ou ce jour-là, il n'est pas disponible, oui. Mais je n'aimerais pas que des gens partent dans des soirées ou dans des spectacles. Pour soutenir le promoteur. Pour soutenir le promoteur, ça veut dire que ça ne va pas faire long feu. Quelles seraient les pistes de solution justement pour briser ce mur-là de cloisonnement, ce mur de clivage, des clivages que nous mettons entre les communautés? Je pense qu'une des meilleures solutions, c'est de faire des genres d'alliances. C'est-à-dire qu'il faudrait déjà que nous, à un moment donné, j'ai pensé à ça, il faudrait que nous, les promoteurs, qu'on essaie de se rencontrer, si on peut s'identifier et faire des projets ensemble. Comme ça pourrait, le Congolais parlerait au Congolais, le franc-camerounais parlerait au Camerounais. Donc, essayer de créer des choses, de plateformes comme ça. Il faudrait vraiment que les leaders de la promotion eux-mêmes se mettent ensemble. Parce que souvent, on entend des critiques, des insultes sur Facebook. C'est oui, on entend ça entre promoteurs eux-mêmes d'abord qui font ça. Et puis, on se demande bien. Et justement, les consommateurs est perdu. Est-ce qu'il ne sait pas, il doit aller à quel événement, à quel autre il ne doit pas aller. Celui-là, il dit que l'un est bon, l'autre n'est pas bon. Okay. Je pense que c'est la meilleure solution. Oui, moi je trouve toujours très mal placé qu'un promoteur dénigre un autre promoteur, surtout sur les places publiques, sur la place. Je peux avoir une critique par rapport au travail d'un autre promoteur qui n'a mal fait quelque chose. Mais ce n'est pas des choses que je peux aller me taler sur Facebook pour raconter aux gens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens vraiment. Surtout pour un promoteur, c'est... Des gestionnaires d'entreprise en plus. C'est lamentable. Votre dernier mot? Oh, merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Bon, je pense qu'on aura des autres occasions. Et surtout, parler de cette culture-là. L'opportunité de travailler ensemble pour développer nos communautés, justement, c'est notre dernier message, notre dernier mot pour cette émission-ci. L'occasion de développer des possibilités, des occasions de travailler ensemble, de tisser des liens qui vont
perdurer et qui vont faire que nos communautés deviennent des communautés solides et des communautés qui visent vraiment vers le haut pour que nous puissions donner le modèle de société à la postérité. Aujourd'hui, nous vous laissons sur cette note, nous vous disons au revoir, nous vous renvoyons sur notre site qui est le www.diversitéplus.com. Une application se développe, vous pouvez y adhérer, vous pouvez devenir membre et nous avons besoin de vos conseils. Nous allons commencer également à organiser des débats télévisés, nous allons organiser des conférences télévisées de manière à ce que l'interaction demeure permanente entre nous. On se retrouve la prochaine fois, au revoir.